Bonjour à tous. Bonjour, avec Alban, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette webconférence sur la création d'entreprises et la protection sociale. Nous allons aborder plus particulièrement le statut de travailleur non salarié et également celui d'assimilé salarié pour les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées. Alors Alban, avant de te laisser la parole et de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque vous allez créer votre propre entreprise, vous allez vous constituer votre propre protection sociale en payant des cotisations et des contributions sociales à l'URSSAF qui le reversera aux partenaires en moins de 5 heures pour que vous puissiez bénéficier des prestations auxquelles vous avez droit en fonction du montant des cotisations que vous reverserez. Tout ce mécanisme d'encaissement, de reversement et qui vous fera bénéficier de prestations sociales, ça permet à l'URSSAF de garantir le modèle social français. Quels sont les thèmes que nous allons aborder ensemble lors de cette présentation ? Alors, nous commencerons par vos interlocuteurs en protection sociale, puis nous vous présenterons les différents statuts juridiques qui sont à votre disposition, ainsi que les formalités qui sont à effectuer lors de votre immatriculation. Puis, nous aborderons deux grandes parties. La première concernant les cotisations sociales et le régime fiscal, alors qui comprendra l'exonération ACRE, les règles de début d'activité et un détail ainsi qu'une comparaison des cotisations entre les travailleurs non salariés et les travailleurs assimilés salariés. Puis une deuxième partie sur la protection sociale proprement dite, qui découle des cotisations que vous allez verser, avec un focus sur les assurances retraite, santé et famille. Puis Agnès nous présentera les services en ligne et l'action sociale. Depuis la réforme de 2020 et l'intégration au régime général, les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, ont 3 interlocuteurs en protection sociale, qui sont les organismes du régime général. En ce qui concerne le recouvrement, c'est-à-dire le calcul et le paiement des cotisations, c'est l'URSSAF qui est votre interlocuteur, via le site sécu-indépendant.fr, mais il y aura une bascule vers le site URSSAF avant la fin de l'année. En ce qui concerne la santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui gère votre couverture maladie pour vous et vos ayants droit, le site dédié étant évidemment amélie.fr. Et puis pour la retraite, c'est l'assurance-retraite.fr qui est en charge de la gestion de vos droits de retraite de base. Particularité pour les professions libérales réglementées, il y a des caisses de retraite dédiées particulières selon la nature de l'activité professionnelle. En préparant votre entreprise, vous allez devoir choisir un statut juridique. Une fois que vous aurez choisi ce statut juridique, vous choisirez un régime fiscal et en fonction de ces 2 premiers choix, votre protection sociale sera différente, on y reviendra plus tard. Le statut juridique, vous allez pouvoir être seul ou à plusieurs et vous serez ou non salarié ou assimilé salarié. Vous serez non salarié par exemple lorsque vous serez en entreprise individuelle ou que vous serez en EURL, vous aurez 100% des parts et vous serez gérant majoritaire de cette EURL. Vous pourrez être également non salarié si vous êtes en SARL et que vous avez soit une cogérance, ça veut dire qu'on cumulera toutes les parts de la gérance, ou que vous serez majoritaire dans la SARL. Par exemple, vous êtes 2, vous avez 51%, vous êtes gérant et votre associé à 49%, et bien vous, en tant que gérant majoritaire, vous serez non salarié. Ensuite, on peut être aussi seul ou à plusieurs et être assimilé salarié. Quand on est seul, alors c'est un petit peu moins le cas, ça arrive un petit peu moins souvent, mais ça peut être quelqu'un qui a envie d'investir dans une société, qui met 100% des parts dans une EIRL, mais qui va nommer un gérant rémunéré qui ne sera pas associé. Et donc ce gérant sera assimilé salarié. C'est également le cas quand on est en SASU, puisque là c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, où on va être de fait assimilé salarié, comme le président ou le directeur d'une SAS sera également assimilé salarié. Et enfin, dans la SARL, vous pourrez également être assimilé salarié si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, c'est-à-dire 50% des parts. Par exemple, vous êtes à 2, je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais vous avez 50% chacun. Il n'y a qu'un seul gérant et du coup, les deux, le gérant et l'associé, vont être considérés comme égalitaires et tous les deux, vous serez assimilés salariés. Pour vous familiariser avec tout ce vocabulaire et faire vos choix tranquillement, vous pourrez aller sur le site Mon Entreprise et répondre à des questions. En fonction de vos réponses, vous verrez que par un système d'entonnoir, vous arriverez très facilement à voir ce qui vous conviendrait le mieux avant d'aller voir après un professionnel de l'accompagnement de la création d'entreprise pour vous conseiller en fonction de votre propre statut en dehors de cette création d'entreprise, puisque chaque création est vraiment spécifique à chaque personne. Il ne faut surtout pas essayer de faire la même chose que le voisin ou quelqu'un de la famille. C'est vraiment en fonction de soi que le statut doit être choisi. Une fois que vous allez
avoir préparé la création de votre entreprise, alors bien sûr avec l'étude de marché, avec le business plan, avec le prévisionnel, avec la constitution des prix de vente de ce que vous allez vendre ou des services que vous allez proposer, on va déclarer cette activité pour qu'elle ait une véritable identité juridique. Pour cela, il faudra vous adresser à un des centres de formalité des entreprises, soit en ligne, soit physiquement en allant auprès des chambres consulaires, par exemple, ou au greffe du tribunal de commerce ou encore à l'URSSAF. Quand on est artisan, c'est la chambre de métier. Quand on est commerçant, c'est la chambre de commerce. Quand on est en entreprise individuelle ou si on est artiste-auteur, par exemple, ce sera l'URSSAF. Et une société d'exercice libéral, en revanche, se fera auprès du greffe du tribunal de commerce. Cette possibilité de vous adresser à un seul organisme pour immatriculer votre entreprise permettra à cet organisme de prévenir l'ensemble des organismes qui doivent connaître la création de votre entreprise et vous n'aurez que cette formalité à faire. Seront prévenus l'INSEE pour vous transmettre le numéro SIRET, mais aussi les impôts, l'URSSAF si l'URSSAF n'est pas le centre de formalité compétent, mais également la caisse primaire ou la CRAMIF en Ile-de-France et également la CARSAT et les organismes de retraite pour les professions libérales spécifiques dont parlait Alban tout à l'heure. Contrairement au régime auto-entrepreneur qui est un régime micro-fiscal simplifié, le régime réel est en réalité un régime fiscal en comptabilité réelle. Alors selon la forme juridique et le statut juridique de l'entreprise pourra relever soit de l'IR, l'impôt sur le revenu, soit de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors, selon ce choix de forme juridique, si vous choisissez une entreprise individuelle, là, seul l'IR, l'impôt sur le revenu, est possible comme choix. En entreprise individuelle, vous avez la possibilité quand même d'opter pour la responsabilité limitée qui vous permettra d'opter pour l'IS. Pour les autres formes juridiques, qui sont des personnes morales, les EURL ou les SARL en travailleurs indépendants ou les SAS ou les SASU en assimilés salariés, les deux choix sont possibles, l'IR ou l'IS. Alors, le choix du régime fiscal va déterminer ce qu'on va appeler la nature du revenu du chef d'entreprise et donc l'assiette du calcul des cotisations sociales. Donc c'est un choix qui est très important et qui va différencier si on choisit l'IR ou l'IS. Si vous choisissez l'IR, donc l'impôt sur le revenu, on le voit ici sur le tableau dans une comptabilité simplifiée, la nature du revenu du chef d'entreprise sera le bénéfice net. Alors le bénéfice net, on part du chiffre d'affaires, hein, des recettes, on va déduire l'intégralité des dépenses, des sorties, les charges, les frais d'exploitation, les cotisations sociales, et ce qui va rester, c'est le bénéfice net, et c'est ce bénéfice qui sera la nature du revenu du chef d'entreprise et donc l'assiette des cotisations sociales. Donc là, il y a une apparente simplicité. L'inconvénient de l'IR, c'est que le chef d'entreprise ne peut pas connaître en temps réel le montant de son revenu. Il doit attendre un exercice fiscal et un bilan comptable pour connaître l'année suivante son revenu. Si en revanche, l'entreprise dépend du régime fiscal de l'IS, l'impôt sur les sociétés, alors toujours dans un bilan comptable simplifié, on va partir du chiffre d'affaires, de recettes, et on va déduire l'intégralité des dépenses, mais à l'intérieur de ces frais et de ces charges, il y aura un poste qui sera la rémunération du dirigeant, qui sera soit une rémunération nette de gérant s'il est indépendant, soit un salaire s'il est assimilé salarié. Et cette rémunération du dirigeant servira d'assiette et de base de calcul aux cotisations. Toutes ces charges déduites, l'entreprise qui sera une personne morale soumise à l'IS déduira donc un bénéfice net qui sera lui soumis à l'IS. L'intérêt de l'option de l'IS, en tout cas sur la partie cotisation sociale, c'est que le chef d'entreprise peut décider du montant de sa rémunération et de connaître en direct le montant de ses cotisations dues. En créant votre entreprise, vous allez pouvoir bénéficier pour la majorité d'entre vous d'une aide à la création à la reprise d'entreprise que l'on appelle l'ACRE. Cette aide, cette exonération de cotisation sociale va avoir lieu entre la date de création de votre activité jusqu'à la veille de la date anniversaire, soit 1 an au total. Ce sera sur certaines cotisations et contributions sociales et en fonction du revenu que vous aurez, c'est-à-dire jusqu'à certains pourcentages, comme vous pourrez le voir sur le diaporama, vous avez une exonération de toutes les cotisations auxquelles vous pouvez prétendre
entre le montant de 75% du plafond de la sécurité sociale et le plafond de la sécurité sociale, vous aurez une exonération dégressive. Et au-delà de ce plafond, qui est de cette année de 41 136 €, vous n'aurez plus d'exonération du tout. Simplement, il y a 2 conditions pour pouvoir en bénéficier. Il ne faut pas que vous ayez bénéficié de l'ACRE dans les 3 ans précédant la création de votre entreprise. Et si vous créez une société, vous devez avoir le contrôle effectif de cette société, c'est-à-dire avoir au moins 51% des parts pour que vous puissiez engager toutes les décisions de gestion de cette entreprise. Alors, quelles sont les cotisations qui sont exonérées? Ce sont toutes les cotisations d'assurance maladie, d'invalidité décès, la retraite de base, ainsi que les allocations familiales. Quelles sont celles qui ne sont pas exonérées? Ce seront celles de la CSG-CRDS, de la contribution à la formation professionnelle et de la retraite complémentaire. Ça, c'est dans le cas où vous êtes travailleur non salarié. Si vous êtes assimilé salarié, on va reprendre les mêmes cotisations exonérées, excepté que vous les aurez aussi bien exonérées pour les parts salariales que pour les parts patronales. Pour celles qui sont non exonérées, on aura également les mêmes que pour les travailleurs non salariés, mais auxquels on ajoutera toutes les cotisations qui ne sont pas prévues pour les travailleurs non salariés, comme notamment la prévoyance, l'accident du travail, le FNAL pour l'allocation logement ou encore la contribution à l'autonomie solidaire. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail du calcul des cotisations et vous voyez ici un tableau de comparaison entre les cotisations de travailleurs non salariés, donc indépendants, et assimilés salariés. Alors ce n'est pas un simulateur, on verra le simulateur tout à l'heure plus en détail avec les chiffres exacts, mais ici l'idée c'est de vous présenter le mode de calcul et que vous compreniez le principe, la formule de calcul. Donc on est parti d'un revenu du dirigeant, d'un revenu moyen, moyen plus, on va dire 30 000 €. Alors quand on présente ce tableau et qu'on part de cette base de calcul de 30 000 €, très souvent, c'est peut-être ce que vous venez de vous dire en écoutant, les créateurs nous disent « mais je n'aurai pas ce revenu en première ou en deuxième année ». Je n'aurai pas de revenus. Alors, ce sont des cas de figure qu'on va évoquer aussi par la suite, mais l'idée ici, c'est de savoir quel va être le montant des cotisations qui seront dues par l'entreprise à partir du moment où le dirigeant va se rémunérer et toucher une rémunération. C'est ça qui est important à anticiper. Donc, avec un revenu net de 30 000 € sur un statut de travailleur indépendant, donc je le rappelle, ce sont les entreprises individuelles, les EURL ou les SARL en gérance majoritaire, le montant des cotisations sera approximativement de 50%. Bon, légèrement moins, mais approximativement de 50% pour que vous compreniez le principe. Le montant des cotisations sera donc de 15 000 €. Le coût total pour l'entreprise sera donc de 45 000 €. Si le dirigeant gagne 30 000 €, le montant des cotisations étant de 15 000, on ne lui retire pas 15 000 des 30 000, mais c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Pour l'entreprise, le coût total, ce sont la rémunération du dirigeant plus les cotisations sociales. Dans le cadre d'un assimilé salarié, là ça concerne les statuts juridiques de SAS, SASU ou éventuellement SARL en minoritaire, toujours avec un revenu du dirigeant de 30 000 € net, le montant des cotisations approximatif sera de 80%, c'est à peu près 24 000 € de cotisations. Le coût total pour l'entreprise sera de 54 000 € pour gagner les mêmes 30 000 €. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence quand même importante entre les deux statuts en termes de charge globale. Concernant le calcul des cotisations pour le travailleur indépendant, le travailleur non salarié, en début d'activité, nous n'allons pas connaître votre revenu puisqu'il faudra attendre l'année suivante et votre première déclaration d'impôt pour connaître votre revenu. On va donc vous appliquer des bases forfaitaires, une base forfaitaire pour cette première année d'activité et aussi pour le début de la deuxième année. Cette base forfaitaire sera appliquée automatiquement avec l'exonération acte, comme Agnès l'a expliqué, et le montant variera selon si vous êtes commerçant ou artisan, 1 408 € ou 1 424 €. Alors attention, ça c'est pour une année complète, ça sera proratisé par rapport à la date de début d'activité. Et quand la deuxième année civile va commencer, eh bien, nous n'aurons toujours pas de revenus, donc nous allons utiliser aussi la base forfaitaire jusqu'au deuxième trimestre, au printemps, entre avril et juin. Vous allez déclarer votre revenu auprès du centre des impôts. Le centre des impôts va nous transmettre cette déclaration de revenus. Nous allons recalculer vos cotisations. À partir du milieu de la deuxième année et par la suite, nous allons donc rentrer dans un rythme de croisière et ce rythme de croisière est déclenché par chaque nouvelle déclaration de revenus, comme je l'ai dit, déclarée au centre des impôts, transmise par le centre des impôts. À chaque nouvelle déclaration de revenus, il y aura une régularisation de l'année N-1 et un recalcul, un ajustement de l'année N. Vous recevrez aussi une provision pour les cotisations de l'année N+1.
là, on vous présente un tableau. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais pour que vous compreniez aussi ce qu'il y a à l'intérieur des 50% pour les travailleurs indépendants, vous aurez ici une base documentaire pour visualiser l'intégralité des pourcentages exacts. Il faut savoir que quand on vous dit environ 50%, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le pourcentage, mais c'est qu'il y a des pourcentages qui sont variables selon le montant du revenu. Premier exemple, si on prend la première ligne, la maladie-maternité, eh bien, le pourcentage de cotisation sera appliqué à la totalité du revenu, mais avec un pourcentage variable qui pourra aller de 0 à 6,5. Vous comprenez que le total, lui aussi, sera variable. En revanche, il y a des cotisations comme la retraite de base, qui est sur un taux fixe de 17,75%. En revanche, il y a des plafonds pour la retraite de base. Les cotisations sont limitées à un plafond à 41 136. Au-delà, il n'y a plus de cotisations et pas de droits générés. La retraite de base est limitée à 41 136. Donc voilà pour l'ensemble des cotisations qui représentent environ 50% du revenu net. L'autre particularité que j'ai évoquée lors du tableau de présentation, ce sont les bases minimales dans le cas où le dirigeant ne va pas se rémunérer pendant une certaine période. Donc si le dirigeant ne se rémunère pas, en tant que travailleur indépendant, et c'est une particularité pour les travailleurs indépendants, contrairement à l'auto-entrepreneur qui, s'il n'a pas de chiffre d'affaires, ne paye pas de cotisation, mais ne génère aucun droit. Contrairement aussi aux assimilés salariés dont Agnès parlera tout à l'heure, qui ne se versent pas de salaire, ne payent pas de cotisation et ne versent aucun droit, les travailleurs indépendants sont soumis à une base minimale. Alors cette base minimale, elle sert à valider des droits même si le revenu est égal à 0. Sur une année civile, la base minimale, selon là aussi, si vous êtes commerçant ou artisan, elle sera de 1 145 € ou 1 161 € et elle valide principalement, alors de la retraite de base, elle valide 3 trimestres par an, ce n'est pas une année complète, mais on valide quand même 3 trimestres, et de la maladie en indemnité journalière, où là vous allez pouvoir percevoir des indemnités journalières en cas d'arrêt. Il y a un autre outil très important que pourra utiliser le travailleur non salarié, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la base forfaitaire en début d'activité, tant qu'on ne connaît pas le revenu, et le rythme de croisière au fil des déclarations de revenus. Mais le travailleur non salarié, le chef d'entreprise, va pouvoir utiliser l'outil de l'estimation de revenus qui va lui permettre de moduler en temps direct, à n'importe quel moment de l'année, d'estimer son revenu. Alors, soit en sollicitant les services de l'URSSAF, soit directement via son compte, il pourra saisir lui-même un estimé de revenus qui lui permettra un recalcul immédiat du montant de ses cotisations de l'année en cours. Il pourra d'ailleurs utiliser cet estimé plusieurs fois dans l'année. L'idée ici, c'est de ne pas cotiser ni trop, ni pas assez pour éviter les crédits ou les éventuelles régularisations qui peuvent poser un problème de trésorerie. Donc le revenu estimé, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de maîtriser les systèmes de calcul et cette fameuse provisionnelle qui n'est pas calculée sur le revenu réel, c'est le chef d'entreprise qui prend la main sur le calcul. En ce qui concerne le paiement et la déclaration du travailleur non salarié, alors vous n'allez pas devoir payer des cotisations immédiatement, il y aura déjà un délai minimum de 90 jours et vous allez pouvoir choisir un paiement soit mensuel, soit trimestriel. Dans le cas du choix mensuel, ça sera obligatoirement en prélèvement automatique et le prélèvement se situera le 5 de chaque mois ou éventuellement le 20 sur option. Si vous choisissez le paiement trimestriel, vous avez d'autres options de paiement et il y aura 4 échéances dans l'année, le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. Au niveau du paiement en ligne, vous avez la possibilité aujourd'hui sur sécu-indépendant.fr, bientôt sur le site de l'URSSAF, de faire des paiements en ligne, télépaiement, en utilisant votre compte Mes cotisations paiement. Nous allons passer maintenant aux assimilés salariés, c'est-à-dire les présidents ou les directeurs ou les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, pour vous expliquer maintenant les différentes modalités de déclaration et de paiement. D'abord, tout à l'heure, on l'a vu, quand on a vu un petit peu le montant des cotisations, vous avez vu une très grande différence entre les non-salariés, aux alentours de 50% du revenu, et les assimilés salariés où on est environ à 80% du salaire net.
Cette différence, elle s'explique quand même, ce n'est pas simplement la même chose et avec une différence de montant, mais c'est simplement parce qu'il y a des cotisations qui sont prévues quand on est assimilé salarié, qui ne sont pas prévues quand on est non salarié. On le verra tout à l'heure pour les prestations et on verra que très rapidement, que ces 50% finalement ne suffiront pas pour votre protection sociale et il faudra que vous rajoutiez quand même des options pour avoir une meilleure couverture, que ce soit pour la maladie ou pour la retraite ou la prévoyance encore. Quand vous êtes assimilé salarié, on va revenir vraiment sur le principe classique de déclaration. Je me verse un salaire, je paie des cotisations au fur et à mesure. C'est tout à fait chronologique, contrairement aux travailleurs non salariés qui paient toujours des provisions que l'on régularise une fois qu'on connaît le revenu réel. Ce versement de cotisation que vous allez faire, on va le faire dès le départ, sauf si vous décidez de ne pas vous verser de salaire. Puisque là aussi, très différent des non-salariés, si vous versez 0 de salaire, vous payez 0 de cotisation. Mais en revanche, vous avez aussi 0 de prestation. C'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient. Ça ne peut être un avantage que si vous avez une protection sociale à côté. Par exemple, si vous êtes allocataire au niveau de Pôle emploi, si vous touchez des allocations pendant 12 ou 24 mois, là, on peut tout à fait comprendre que vous ne souhaitez pas prendre de l'argent sur la trésorerie de l'entreprise et que vous décidiez de ne pas vous verser de rémunération. Dans ce cas-là, vous avez une protection sociale qui est déjà assurée, donc tout va bien. En revanche, une fois qu'on a passé la fin des allocations auprès de Pôle emploi, eh bien évidemment, il faudra que vous arriviez à vous verser un salaire pour pouvoir avoir une protection sociale. Ensuite, quand on est assimilé salarié, on est considéré comme un cadre dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si votre salaire n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut imaginer pour un salaire de cadre, eh bien, vous allez quand même avoir des cotisations de cadre. Donc, ça veut dire qu'il y aura une retraite complémentaire spécifique, il y aura de la prévoyance obligatoire aussi spécifique pour les cadres. Et très souvent, de par votre convention collective, vous aurez aussi de la prévoyance garantie arrêt de travail qui feront toutes ces cotisations, en plus de la mutuelle qui est obligatoire maintenant dans les entreprises, qui feront une augmentation justement de ces cotisations sociales. Si vous êtes encore en portabilité par rapport à votre mutuelle, vous pouvez bien évidemment en bénéficier jusqu'à la fin de la portabilité par rapport à votre emploi précédent pour ne pas être obligé de mettre en place la mutuelle tout de suite dans l'entreprise. Pour déclarer ces cotisations et pour déclarer vos salaires, on va passer par ce que l'on appelle la déclaration sociale nominative. En fait, c'est une déclaration qui sert pour tous les salariés et qui vous servira à vous aussi, puisque vous êtes encore une fois considéré comme salarié au sens du droit de la sécurité sociale. Et vous allez être obligé de passer par ce principe de DSN, de déclaration sociale nominative, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une déclaration par mois que fait l'entreprise ou que fait son tiers déclarant si vous confiez vos déclarations à un tiers déclarant ou à une société qui fait la paie. Et à partir de cette déclaration, tous les organismes qui auront besoin d'informations, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau individuel, iront chercher les informations dans cette déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même une déclaration assez complexe avec un logiciel très particulier, une norme aussi qui est assez complexe et avec une formation assez importante à prévoir si vous souhaitez le faire. Mais en général, aujourd'hui, une entreprise, que ce soit pour vous en tant que mandataire social, puisque en tant que président, directeur ou gérant minoritaire ou égalitaire, vous serez mandataire social, eh bien, en général, on le confie soit à un tiers déclarant, comme je vous le disais, expert comptable ou société qui fait de la paie, soit à une des offres de services du réseau des URSSAF qui s'appelle le titre emploi service entreprise. Et pour vous donner une idée, en fait, à partir d'une adhésion, de l'adhésion de votre entreprise auprès de cette offre de service, vous allez compléter un formulaire pour que l'on vous connaisse, qu'on connaisse votre contrat, même si vous n'en avez pas vraiment besoin au sens du droit du travail, mais on a besoin de connaître un certain nombre d'éléments, ne serait-ce que le montant de votre salaire. Et après, vous allez déclarer vos éléments de rémunération tous les mois et à partir de là, on vous fera des bulletins de salaire gratuitement. On vous fera des états récapitulatifs pour la personne qui fera votre comptabilité. On vous fera également une attestation fiscale et un certain nombre de documents que l'on vous remettra au cours de l'année pour vous aider à faire cette gestion des formalités sociales. Il y aura un seul décompte de cotisation où vous allez payer la totalité de la protection sociale, mais également du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auprès de l'URSSAF. Et c'est l'URSSAF, encore une fois, qui reversera le montant des cotisations à chacun des organismes concernés par le paiement de vos cotisations. Vous pourrez payer vos cotisations si vous passez par un tiers déclarant ou par une société par
télépaiement. Si vous passez par le titre emploi-service entreprise, le TES, vous pourrez ne le payer aujourd'hui encore que par prélèvement automatique. Alors tout à l'heure, Alban en parlait, au niveau des simulations, on vous a mis 2 exemples et je vous conseille de retourner sur le même site que pour le statut juridique sur mon-entreprise.fr où vous avez tous les simulateurs, que ce soit pour les artisans, les commerçants, les professions libérales non réglementées ou les professions libérales réglementées, mais également pour les mandataires sociaux, comme pour vous en tant qu'assimilés salariés. Mais si vous avez des salariés, vous pourrez aussi faire des tests pour vos salariés classiques, qu'ils aient des aides ou qu'ils n'aient pas d'aide en fonction des contrats que vous pourrez souscrire avec eux. Comme vous le voyez sur les simulations que l'on a faites, la différence est importante, bien évidemment, entre un travailleur non salarié ou un assimilé salarié, mais vous voyez même qu'entre un artisan et un commerçant, ce n'est pas tout à fait les mêmes montants, et entre une profession libérale non plus. Et cette différence sur les professions libérales vient notamment de la gestion particulière de la retraite. Pour les assimilés salariés, on l'a dit tout à l'heure, il faut compter à peu près 80% du salaire net, ce qui fait que d'un côté, pour un coût pour l'entreprise de presque 44 000 €, eh bien, en salaire net, vous aurez 30 000 € de rémunération nette. De l'autre côté, pour un peu plus de 53 000 €, vous aurez en assimilé salarié, le coût de l'entreprise, ça sera 53 000 € et pour le gérant, le salaire net sera toujours de 30 000 €. Alban vous en parlait tout à l'heure en présentant le régime fiscal. Vous avez le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. Si vous choisissez l'impôt sur la société, eh bien, sur votre bénéfice net de la société, bien évidemment, vous allez payer un impôt sur la société qui sera soit de 15% si vous avez un bénéfice de moins de 38 120 € et qui sera de 26,5% ou 27,5% si vous avez des revenus beaucoup plus importants. Et puis, quand vous payez l'impôt sur la société, on se retrouve à ce que l'on appelle le bénéfice net, c'est-à-dire sans les impôts et avec tout de payé, les charges, les salaires, etc., les frais de fonctionnement et tout ça. Et on arrive, une fois que l'impôt sur la société est payé, à ce bénéfice net sur lequel éventuellement vous pourrez, si vous le souhaitez, vous verser des dividendes. Les dividendes sont gérés vraiment de façon différente quand on est travailleur non salarié ou si on est assimilé salarié. Dans le cas des assimilés salariés, en fait, le montant de vos dividendes va être soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Vous aurez la possibilité de prendre ce que l'on appelle la flat tax ou le prélèvement unique, forfaitaire unique de 30% qui se composera de 17,2% pour tous les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, et de 12,8% pour l'impôt sur le revenu. Si votre taux à titre personnel est inférieur à 12,8%, il n'y a pas de raison de prendre ce forfait, parce qu'autrement, vous allez payer plus d'impôts pour rien. En revanche, si vous avez un taux d'imposition personnelle qui est supérieur à ces 12,8%, eh bien, il sera préférable pour vous de prendre cette flat tax à 30%. Dans le cas contraire, si vous ne prenez pas cette option pour les 30%, eh bien, vous allez payer 17,2% pour la CSG-CRDS sur les dividendes et vous paierez de l'impôt sur le revenu une fois que, dans la majorité des cas, les impôts auront fait un abattement de 40% sur ce montant de dividendes. En revanche, quand on est majoritaire, travailleur non salarié, là c'est très différent. Si vous vous versez des dividendes qui sont supérieurs, alors on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu complexe, mais qui sont supérieurs, on va dire, à 10% du montant de ce que vous avez mis dans votre capital social, eh bien là, ces 10 premiers pourcents seront soumis de la même façon que pour les assimilés salariés, c'est-à-dire soit à la flat tax à 30%, soit séparé 17,2% pour les prélèvements sociaux et le reste, l'imposition qui sera la vôtre en fonction de votre foyer fiscal. Mais sur les 90 autres pourcents, vous paierez des cotisations de façon tout à fait classique, comme ce que vous avez expliqué Alban tout à l'heure, ainsi que de l'impôt sur le revenu, bien évidemment. Donc deux gestions différentes au niveau des dividendes. Alors nous allons évoquer maintenant la protection sociale, puisque nous avons vu le calcul des cotisations pour les assimilés salariés et pour les travailleurs indépendants non salariés. Cette protection sociale, on va démarrer par l'assurance maladie. Je l'ai dit en introduction, c'est la caisse primaire
d'assurance maladie qui est en charge de l'ensemble des prestations, aujourd'hui pour les indépendants et pour les chefs d'entreprise, au même titre que pour les salariés. Et à l'intérieur de cette couverture d'assurance maladie, eh bien, on va quand même décliner les différences entre les travailleurs non salariés et les assimilés salariés, parce qu'il y a des différences. Il y a des similitudes et il y a des différences. Alors, en premier lieu, les prestations en nature, ce qu'on appelle communément les remboursements. Vous allez consulter un professionnel de santé, vous allez acheter des médicaments, vous allez faire des analyses, vous allez à l'hôpital. Eh bien, cette couverture de base de Sécu est universelle. Donc, les remboursements sont identiques pour tout le monde, quel que soit son statut, quel que soit son revenu. Le statut et le revenu ne rentrent pas en ligne de compte pour les remboursements de sécurité sociale de base. Donc là, vous voyez que la ligne est identique, c'est universel. En revanche, pour les prestations en espèces, les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, eh bien là, on va avoir une différence. Pour les travailleurs indépendants, le calcul se fait sur la moyenne du revenu journalier sur les 3 dernières années. Le versement de l'IJ sera de 50% de la moyenne du revenu journalier. Alors pourquoi les 3 dernières années? Bon, les travailleurs indépendants ont en général des revenus qui sont assez fluctuants en dents de scie, et le fait de reprendre les 3 dernières années permet d'avoir une moyenne de revenus qui peut être plus juste et plus stable. Donc les indemnités journalières sont calculées sur les 3 dernières années. En complément de ces deux assurances, donc de base et indemnités journalières, vous aurez la possibilité de l'assurance maternité pour les femmes avec une allocation forfaitaire, donc de repos maternel, et les indemnités journalières. Alors attention, ça c'est sous condition de 2 choses, sous condition de revenu, d'un revenu minimum déclaré, et aussi d'une période d'affiliation d'au moins 10 mois avant l'accouchement. Et puis pour la paternité existe l'arrêt avec les indemnités journalières qui peuvent être aussi versées. Et enfin, pour les accidents du travail, alors là c'est une particularité pour les travailleurs indépendants, cette assurance n'est pas obligatoire. Elle ne rentre pas dans les cotisations obligatoires, ce qui explique d'ailleurs entre autres les taux qui sont plus faibles. La possibilité existe pour les travailleurs non salariés de s'assurer à l'accident du travail, mais à titre facultatif, à titre privé. Une option est proposée par la caisse primaire ou des assurances privées vous proposent cette assurance particulière. En ce qui concerne les assimilés salariés, je ne reviens pas sur ce qui est universel, Alban vient de vous l'expliquer. En revanche, sur les indemnités journalières, là, le calcul se fait sur 50% des 3 derniers mois. Pas des 3 dernières années, mais bien des 3 derniers mois. Pour la maternité ou pour les indemnités journalières paternité, on va être sur une indemnité journalière d'interruption d'activité, mais les mamans qui auront un bébé en tant qu'assimilés salariés ne bénéficieront pas en revanche de cette allocation particulière qui n'existe que pour les travailleurs non salariés, cette allocation forfaitaire de repos maternel. Et puis pour l'accident du travail, je vous le disais tout à l'heure, c'est une des cotisations qui est incluse complètement dans toutes les cotisations des salariés, donc elle sera déjà incluse et vous n'avez absolument rien à prendre en plus pour pouvoir en bénéficier. Surtout que si on veut juste rajouter peut-être une petite information, c'est que quand on dit que sur les accidents du travail, peut-être pour les travailleurs non salariés, il n'y a pas de couverture obligatoire, ce qui est le cas, vous êtes quand même remboursé sur les frais de santé et vous avez des indemnités journalières maladie, mais qui ne sont pas du tout les mêmes que les indemnités journalières au titre d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, qui sont bien moins importantes. Donc c'est là où il faut poser le pour et le contre de prendre cette assurance complémentaire. Alors, nous venons de voir l'assurance maladie, la santé, et concernant la retraite, eh bien, il y a aussi des similitudes, il y a aussi des différences entre les travailleurs assimilés salariés et les travailleurs non salariés. Alors en premier lieu, la retraite de base. La retraite de base, c'est le socle, hein, c'est l'assurance, la cotisation et l'assurance qui permet de valider les trimestres de retraite et d'ouvrir un droit de retraite à l'âge légal. Pour cette retraite de base, contrairement à beaucoup d'idées reçues qui tendraient à dire que les travailleurs non salariés, les commerçants, les artisans n'auraient pas la même retraite que les salariés, par exemple, la retraite de base est alignée au régime général depuis 1973. Ce qui veut dire en clair que un salarié, un commerçant, un artisan, et aujourd'hui une profession libérale non réglementée, bénéficient du même calcul de retraite de base. Alors ce calcul, quel est-il ? Il est basé sur la moyenne des revenus
tout au long de la carrière sur les 25 meilleures années. Alors là, je vous parle évidemment de la réglementation actuelle qui ne prend pas en compte d'éventuelles réformes à venir. Donc actuellement, le calcul se fait sur 50% du revenu professionnel moyen sur les 25 meilleures années de la carrière. Ça, qu'on soit travailleur assimilé salarié ou qu'on soit travailleur non salarié, c'est le même calcul. Deuxième niveau de retraite, puisque la retraite, on pourrait symboliser la retraite par une pyramide à 3 niveaux. Donc la retraite de base serait le socle, la retraite complémentaire obligatoire serait le deuxième niveau, et pour les travailleurs non salariés, la retraite complémentaire, bien évidemment, est prise en compte dans les cotisations obligatoires. Néanmoins, elle n'est pas tout à fait la même que celle des assimilés salariés. On peut dire, pour faire simple, qu'elle correspond à une retraite complémentaire de non-cadre, qui correspond approximativement à l'ARCO. Pour les assimilés salariés, au niveau de la retraite complémentaire, comme vient de le dire Alban, eh bien, ce seront des points de retraite, comme si vous avez déjà été salarié, vous avez reçu peut-être tous les ans un récapitulatif du nombre de points que vous aviez pu acquérir au niveau de la retraite complémentaire. Là, ce sera la même chose. Et effectivement, ce seront des points de retraite et de la retraite ARCO et de la retraite qu'on pourrait dire AGIRC, même s'il y a une réforme un petit peu là-dessus. Sur l'invalidité d'essai, alors bien sûr, ce n'est pas très gai de parler de ça, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Là aussi, ça sera universel, que vous soyez non salarié ou assimilé salarié, ça sera un pourcentage du revenu ou du salaire moyen annuel sur les 10 meilleures années. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'invalidité, ça permettra bien évidemment d'avoir quelques ressources, mais s'il y a un décès, pour les personnes qui vont rester, si vous êtes en société, les frais de dissolution peuvent être importants, sont en général beaucoup plus chers que lorsqu'on crée même une entreprise, et du coup, ça peut être une aide pour justement assumer ces frais de dissolution notamment. La prévoyance obligatoire, elle est obligatoire pour les assimilés salariés, mais elle n'est pas obligatoire, on l'a dit tout à l'heure, pour les non-salariés. C'est 1,50 au niveau de la part employeur pour les assimilés salariés. C'est une prévoyance en fait qui est là pour l'invalidité d'essai là aussi. Et puis, il y a la retraite facultative. Alors là, c'est un petit peu comme tout le monde pourrait prendre quelque chose pour avoir une retraite complémentaire de son choix à travers les différents produits qui peuvent exister. Il y a eu depuis un peu plus d'un an maintenant la création des PER, des plans d'épargne retraite, qui remplacent les lois Madelin, qui dans certains cas, pour les travailleurs non salariés ou les assimilés salariés, peuvent venir en déduction fiscalement pour une part, en tout cas, et qui peuvent être un complément de retraite. Alors bien sûr, on ne va pas prendre ça tout de suite. Moi, je dirais que dans un premier temps, il vaut mieux vraiment essayer de prendre plutôt une prévoyance quand on est non salarié et l'accident du travail. Et une fois qu'on a développé un peu son entreprise, eh bien, éventuellement, si on le peut et si on le souhaite, on peut prendre un plan d'épargne retraite complémentaire. Pour les allocations familiales, là aussi, c'est universel. En fait, ça va être en fonction de votre statut, en fonction de votre revenu et en fonction de votre situation familiale. Ça sera exactement comme quand vous êtes salarié classique aujourd'hui. Pour la formation professionnelle, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore deux choses bien séparées aujourd'hui. Lorsqu'on est assimilé salarié, eh bien, c'est le compte CPF, celui que vous connaissez, votre compte personnel de formation. Et si vous êtes non salarié, vous allez payer la contribution à la formation professionnelle, qui est une contribution qui, franchement, n'est pas élevée, qui est de 103 ou 114 euros ou 109 euros selon les cas de votre activité. Mais par contre, ça va vous permettre d'avoir des aides financières si vous souhaitez participer à des formations. Et ça, c'est vraiment important. Pour les travailleurs non salariés, vous avez des organismes spécifiques qui sont soit l'AGFIS quand vous êtes commerçant, soit le FAPCEA quand vous êtes artisan ou le FIFPL quand vous êtes profession libérale et qui aujourd'hui n'ont pas encore fusionné avec ce compte personnel de formation. Il y a une réforme en cours, mais qui n'est pas encore tout à fait calée. Donc on a bien encore aujourd'hui deux choses séparées, le compte personnel de formation que vous gardez et le compte que vous aurez pour votre activité indépendante qui pourra vous permettre de faire des formations pour des parties techniques ou des parties vraiment liées à votre activité. Et puis le chômage, comme vous le savez depuis le début, je vous en ai parlé, mais c'est pour toutes les personnes qui créent une entreprise. On ne cotise plus à l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'on ne s'ouvre plus de nouveaux droits auprès de l'assurance chômage. En revanche, on garde bien sûr tous les droits qu'on avait acquis auparavant. Mais si on le souhaite,
alors là c'est encore du domaine assurantiel, on peut éventuellement prendre ce que l'on appelle le chômage du chef d'entreprise et qui se prend auprès d'organismes privés qui ont développé cette possibilité d'avoir quelque chose de similaire à l'assurance chômage. Les services en ligne, alors aujourd'hui Sécu-Indépendant, mon compte, très rapidement, ursaf.fr, mon espace, mais dans le principe, vous aurez les mêmes services en ligne. Ces services en ligne, on les développe au fur et à mesure de l'année. Tous les ans, on fait des améliorations pour que vous puissiez être le plus autonome possible au sein de votre compte en ligne. Et vous allez retrouver, alors, rien d'extraordinaire par rapport à un compte bancaire, par exemple, mais avec bien sûr des spécificités qui nous sont propres. Vous aurez un tableau de bord, vous aurez l'historique de vos déclarations, de vos paiements, vous aurez la possibilité, comme le disait Alban, de faire la modification du revenu que vous pensez faire dans l'année en cours pour que l'on puisse recalculer vos échéances. Vous pourrez bien sûr payer en ligne, vous pourrez faire des demandes de délai si à un moment donné vous avez des difficultés pour payer la totalité des cotisations, ce qui peut arriver à toute entreprise d'avoir une petite difficulté passagère. Vous pourrez également télécharger des attestations, ça c'est très important, et notamment quand on est une jeune entreprise, il y a une attestation qui s'appelle l'attestation de vigilance, qui est en fait l'attestation qui prouve que vous êtes bien déclaré, que vous êtes à jour de vos cotisations, et qui va faire que vous allez pouvoir prouver à la personne qui vous le demandera que vous êtes bien déclaré et à jour de vos cotisations. Ça pourra être vos fournisseurs, vos partenaires, des clients qui pourront vous demander cela aussi, mais ce sera également le cas si vous répondez à un marché public où on va vous demander non seulement cette attestation de vigilance URSSAF, mais on vous demandera également une attestation au niveau des services fiscaux. Et puis vous pourrez échanger avec nous, bien évidemment, nous poser des questions à travers votre espace en ligne ou votre compte sur Sécu-Indépendant. Si vous avez un expert comptable, eh bien, il pourra aussi accéder à votre compte en ligne. L'avantage, c'est que vous pourrez, vous, avoir aussi une vue sur votre compte et votre expert comptable pourra avoir la même vue sur votre compte en ligne pour gérer un certain nombre de déclarations que vous lui aurez confiées lors de la lettre de mission que vous aurez signée avec lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'URSSAF, on n'est pas juste là pour vous donner des informations aujourd'hui ou pour appairer, encaisser l'argent, même si on le reverse très rapidement pour que vous puissiez bénéficier de prestations. On est là pour vous accompagner non seulement au moment de la création, mais aussi tout au long de la vie de votre entreprise et avec des offres de services d'accompagnement qui sont développées là aussi de plus en plus dans toutes les régions. Et on est également là pour vous accompagner lorsque vous êtes en difficulté. C'est le cas depuis l'année dernière, principalement avec la Covid, mais c'est le cas aussi en dehors de ces périodes-là. Si vous avez des difficultés, il y a des possibilités pour que l'on puisse vous venir en aide. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme dont parlait Alban tout à l'heure, eh bien, nous avons aussi aujourd'hui, pour le compte du Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, repris la partie action sociale de la sécurité sociale pour les indépendants et nous sommes devenus, nous aussi, prestataires pour cette partie-là. Alors l'action sociale, ce n'est pas parce qu'on devient travailleur non salarié ou assimilé salarié qu'on n'a plus droit à rien. Ce n'est pas du tout le cas et c'est de moins en moins le cas. Mais vous pouvez avoir une action sociale auprès de l'assurance maladie ou auprès de la retraite, selon les cas, pour un certain nombre d'actions. Mais vous pouvez justement auprès de l'URSSAF également, si vous êtes en difficulté passagère, si vous avez des problèmes de santé, si par exemple vous avez des travaux qui vont interdire à vos clients de pouvoir rentrer dans votre magasin, ou si vous êtes victime d'une intempérie, on sera là pour vous aider à travers notamment 2 aides qui sont soit une aide forfaitaire exceptionnelle, soit une prise en charge ponctuelle de la totalité ou d'une partie de vos cotisations pendant un temps réduit, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des difficultés, il ne faut surtout ne pas faire l'autruche. Il ne faut pas se dire « ça va passer ». Non, ça ne va pas passer du tout. Il faut absolument nous le dire en amont parce qu'on pourra peut-être trouver et sûrement trouver une solution avec vous pour essayer de vous sortir de cette passe un petit peu difficile. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter quand vous êtes dans cette situation-là. Pour être tout à fait complet, vous trouverez les liens Internet utiles. Tout d'abord, le site www.ursaf.fr et puis la chaîne YouTube sur laquelle sera diffusée cette intervention. Et enfin, les réseaux sociaux, les comptes Twitter et LinkedIn de la Caisse nationale de l'URSSAF. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Alors, nous vous souhaitons un maximum de réussite dans le cadre de votre projet de création d'entreprise. Et l'URSSAF, bien évidemment, reste à votre disposition dans vos futures demandes d'informations. Au revoir. À très bientôt.